Troisième et dernière partie de ce spécial Politicien consacré aux femmes africaines. Mes trois invités sont toujours avec moi. Merci. Merci, mesdames. Abordons à présent un sujet sociétal considéré comme avilissant pour la femme. Faut-il interdire la polygamie? Doit-on obliger un homme à ne prendre qu'une seule femme? Avant que vous ne vous prononciez sur cette question sociétale très importante sur le continent, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction. Il est signé Aïssatou Beslan Diamanka. Ils les ont relégués au second plan, écartés des instances de prise de décision, ils, les hommes. Ensuite, ils les épousent par une, deux, 3 ou 4, en bon polygame, c'est encore eux, les hommes, qui organisent leur vie, pourtant de femmes. Quel regard porter sur la polygamie? Faut-il l'interdire? Une interdiction est-elle possible? Si oui, quelles peuvent en être les conséquences sociales? Décryptage. Conscient des enjeux et de l'importance de la femme dans l'évolution sociale, plusieurs États africains font désormais de leur promotion et de leur émancipation une priorité. Mais elles-mêmes n'ont pas attendu pour commencer à s'imposer. Les femmes ont été victimes d'une certaine marginalisation, une certaine stigmatisation au Sénégal, en Afrique, dans le monde de façon générale. Elles se sont regroupées en associations, elles se sont regroupées en mouvements, elles ont mené un certain nombre de combats sur le plan international. Je pense notamment aux différents sommets de Copenhague, au sommet du Caire, de Mexico, de Beijing. Tous ces sommets que les femmes ont menés ont conduit à la conclusion que pour faire de la démocratie véritablement, il faut que tous les acteurs participent aux instances significatives de décision. Le combat est politique, économique, mais aussi social et touche aussi aux familles et leurs structures. Au Kenya, en 2014, le président Uhuru Kenyatta a acté un projet de loi sur le mariage autorisant les hommes d'épouser autant de femmes qu'ils veulent. À terme, le projet de loi propose la reconnaissance légale de la polygamie dans le mariage coutumier pour lequel l'homme devait avoir l'approbation de sa première épouse. Tous les mariages coutumiers sont potentiellement polygames, c'est-à-dire que je peux contracter un mariage coutumier même si je n'opte pas pour la polygamie par choix. Je suis autorisé à me remarier coutumièrement autant de fois que je le voudrais. Mais le problème avec la loi précédente est que le mariage coutumier n'était pas reconnu. Ainsi, en cas de litige, vous deviez signer une déclaration écrite sous serment pour montrer que vous étiez marié ou prouver à la cour quel type de mariage vous avez contracté. Cependant, un peu plus loin au Burundi, le 17 mai 2017, le président Pierre Nkurunziza avait donné jusqu'à la fin de l'année aux hommes burundais vivant en union libre d'officialiser leur union sous peine de sanctions. Une campagne de moralisation de la société, comme l'appelait le chef de l'État, qui touchait plus de 165 000 ménages dans le pays. Si nous voulons avancer dans le travail de déconstruction des pesanteurs socio-culturelles qui nous empêchent d'arriver vers l'égalité, nous devons nous adosser sur un travail intellectuel en profondeur. En Guinée, la polygamie est une pratique interdite depuis 50 ans par la loi, une loi qui a été ignorée, y compris les plus hauts dirigeants du pays, depuis son adoption en 1968. La problématique est ainsi loin d'être résolue en ce qui concerne le statut des femmes dans le mariage. Les hommes continuent à dominer l'arène maritale. Madame l'ambassadeur, nous parlions dans la deuxième partie de notre émission de crise de modèles et de transposition des modèles occidentaux sur le continent. Et on sait que le modèle social occidental est contre la polygamie. Le continent doit-il aller jusqu'à interdire le fait? Autrement dit, dites-moi, dans quelle proportion ce phénomène social avilit-il la femme, à vos yeux? Bon, pour moi, la question de polygamie, si on peut vraiment en parler de cette manière-là, oui, puisqu'il s'agit de la polygamie, c'est quand on regarde dans le temps comment ça se passait. Pourquoi un homme était appelé à épouser 2, 3, 4 femmes? D'abord, il ne le faisait pas sans l'accord de sa première femme. Et cette femme qui avait plutôt besoin d'une autre femme, une deuxième ou une troisième pour les aider pour les travaux de la maison,
pour cultiver. Dans mon pays, les gens vivent de l'agriculture, donc ils ont des terres et des terres à cultiver. Et une seule femme, par exemple, quand elle est enceinte, elle vient d'accoucher, elle n'était pas capable de continuer ce genre de travail. Oui. Et parfois, quand les terres sont très très grands, l'homme voyait que justement cette femme n'était pas capable de le faire seule et il était amené à épouser une deuxième femme. Oui. C'était dans la culture et dans la manière de vivre. C'était dans l'économie familiale traditionnelle. Et c'était géré à l'intérieur. Et les enfants grandissaient ensemble, les enfants de plusieurs femmes grandissaient ensemble et s'aimaient et s'entraidaient aussi pour le développement de l'économie de la famille. Dans d'autres pays, par exemple, où il y a l'islam, ça rentre, chez les musulmans, ça rentre dans leur tradition, dans leur culture aussi, c'est la culture qui se mélange avec la religion. Mais j'ai l'impression, moi j'ai déjà vu des femmes comme au Sénégal, comme au Mali, 4 ou 5 femmes qui vivent ensemble dans une même concession et n'ont aucun problème, et le vivent et le font bien. Mais quand nous voulons copier les modèles des Européens, bien sûr, eux c'est autre chose. De un, ils ne veulent pas 2 enfants, c'est 1 ou 2 enfants. Ils épousent une seule femme, c'est leur manière de faire. Ils ont des maîtresses après, mais ça c'est une autre question. Ça, on le sait de toutes les façons. Oui. Le problème, c'est que c'est de l'hypocrisie. L'homme occidental est hypocrite en général et il a transféré cette hypocrisie à certains Africains pour qu'on puisse justement ignorer notre culture, ignorer comment on a toujours vécu dans nos sociétés pour copier aveuglement ce qui vient de l'Europe. Elle a dit quand même les dieux compris, ce sont des dieux occidentaux. La manière de prier, c'est plutôt la manière de faire, la manière d'adorer Dieu, la manière de connaître ou de respecter ce qu'est la divinité. Nous, les Africains, on est toujours très accrochés là-dessus. L'histoire de l'homosexualité, ça n'existait pas en Afrique. Aujourd'hui, c'est devenu presque, on nous l'impose pratiquement. Ce que je veux dire aux jeunes filles ou aux filles d'aujourd'hui, il faut qu'elles repensent au modèle de leur mère. Comment est-ce que nos mères ont vécu? Comment est-ce que nos mères ont conduit leur vie familiale? Comment est-ce que nos mères ont gardé la paix? Toutes ces choses-là qui sont développées de manière positive dans le temps. Il faut qu'on revienne là-dessus. Nos filles doivent nous écouter. J'ai quelque chose de très important que je vais... Elle a parlé tout à l'heure des cheveux. Je ne sais pas si c'était hors antenne, mais on a parlé des filles africaines qui ont des cheveux plus longs. Les mèches brésiliennes. Les brésiliennes, des cheveux plus longs que celles des blanches. Ou bien on voit des cheveux blonds, on pense que c'est une blanche et quand on regarde devant, c'est aussi noir que moi. Ça n'existe pas. Dans mon pays, actuellement, chez les jeunes filles, par exemple, qui vont à l'école, on est retourné aux cheveux naturels. Tous les enfants, toutes les jeunes filles dans l'école doivent avoir la tête rasée ou des cheveux naturels. Il faut aller jusque-là. C'est interdit les mèches, c'est interdit les mini-jupes, c'est interdit les collants avec des moulules sur le corps. Tout ça, c'est interdit. Il faut que les preneurs de décision, les Africains, les preneurs de décision, vraiment les chefs de l'État, les chefs des États ou les ministres et autres, arrivent à imposer une certaine manière de vivre des Africains et des Africaines. Nos Africaines, ce que les Européennes revendiquent aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. On n'a pas la même culture et on ne peut pas éduquer nos filles comme les Européens éduquent les leurs. C'est complètement différent et on doit retourner à nos bases pour pouvoir bien avancer dans le développement en Afrique. Madame Kassavubu, la mutation sociale et sociologique que nous avons évoquée dans les 2 premières parties de notre émission nous fait constater cette tendance à occidentaliser et à s'occidentaliser sur le continent. Jusqu'où pouvons-nous aller? La question, pour revenir à la question du reportage, la question de la polygamie se pose-t-elle véritablement? Doit-on se gérer dans l'intimité des gens? Doit-on l'interdire par la loi? Est-ce réellement un problème ou laisser les gens tout simplement vivre comme ils ont envie de vivre? Mais vous savez, dans notre histoire, dans nos traditions, la polygamie, c'était un élément de régulation sociale, de stabilité aussi de la famille, comme ça vient d'être dit. Mais ça voulait dire aussi que tous les acteurs de cette communauté étaient soumis à des mêmes systèmes de valeurs, c'est-à-dire aussi aux mêmes références spirituelles, aux mêmes références traditionnelles, et chacun s'y sentait bien. Alors, là où les problèmes ont commencé, c'est quand la colonisation a pénétré nos territoires. Parce que les modèles de nos ancêtres ont été complètement balayés
sous la contrainte, dois-je préciser, et évidemment nos ancêtres, nos aïeux démunis des moyens de défense, ou en tous les cas ayant des moyens de défense tout à fait rudimentaires par rapport aux colonisateurs, n'ont pas pu inverser le rapport de force. Et donc l'occidentalisation s'est petit à petit imposée dans nos milieux. Mais là où moi je voudrais justement attirer l'attention, c'est qu'on doit vraiment se méfier justement de cette occidentalisation absolument qui nous rend amnésiques par rapport à nos valeurs. Parce que ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est de constater que les propres dirigeants africains, eux-mêmes, ont renoncé souvent à nos systèmes de valeurs. Et comme nous avons pu l'évoquer il y a un instant, ils ont accepté d'autres dieux en abandonnant les nôtres. Alors, maintenant, imposer la non-observance de l'occidentalisation par des mesures de contrainte par la loi, moi je crois que ce n'est pas non plus une réponse adéquate, parce que ça voudrait dire aussi qu'on n'a pas obtenu un consensus des cœurs, on n'a pas obtenu la paix des esprits et surtout l'assentiment des ancêtres qui, comme vous le savez, dans nos cultures, veillent toujours au grain et ne sont pas morts, mais sont toujours vivants dans la communauté. Alors, moi, ce que je préconise plus, c'est que nous soyons conscients que la culture africaine, la culture bantoue, pour ce qui nous concerne, est appelée à évoluer. Mais elle doit évoluer dans la symbiose, elle doit évoluer aussi dans le maintien de ce qui fait notre négritude. Ça, j'aime bien le rappeler souvent, notre négritude. Et on ne doit pas nous juger par rapport à ce que nous sommes comme nègres, mais on doit nous juger par rapport à l'intelligence que notre culture a pu produire. Et c'est à partir de là que nous allons pouvoir peut-être réguler ou mieux intégrer, mieux harmoniser notre propre évolution par rapport à cette mondialisation sauvage qui voudrait encore gagner du terrain en nous recolonisant, mais en escomptant que nous soyons amnésiques de ce passé que nous voudrions quand même plus vivant que jamais. Madame Altemat Massig, on l'a vu, l'instrument par excellence, c'est l'éducation, la formation. Aujourd'hui, Madame l'ambassadeur l'a évoqué, nos sœurs sont plus portées sur les mèches, sur les séries de télé, que sur les valeurs de leur mère et des mères de leur mère. Comment retrouver les bases de ce qui fonde la culture africaine, justement, et les transmettre aux jeunes générations? Ben voilà un exemple concret, aussi facile. Clara Zetkin, il y a 82 ans, c'est elle qui a initié la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Mais beaucoup de gens ignorent que la femme africaine a sa propre journée, qui est le 31 juillet, la Journée internationale de la femme africaine. Quand le 31 juillet, vous allez sur le continent, rien n'est fait. On axe tout sur le 8 mars, qui est la Journée internationale de la femme internationale. Tout à fait, décidée par. Et on oublie que le 31 juillet 1962, à Dar es Salaam, en Tanzanie, les femmes se sont réunies, les femmes africaines, qui ont initié cette journée qui a été aussi reconnue par l'ONU. On ne parle pas du 31 juillet, la journée internationale de la femme africaine. Je crois qu'on devrait profiter de cette journée pour reparler de la condition de la femme, ce que furent nos mamans, nos grands-mamans. Peut-être que c'est l'occasion aussi de dire à nos filles, parce que nous sommes aussi consentantes, quand elles utilisent des produits toxiques pour se lisser les cheveux, et après elles ont les maladies, pour s'éclaircir la peau, et elles ont le cancer de la peau, pour leur dire que non, la femme africaine a ses canons de beauté. Une femme n'est pas universelle. Chaque pays a ses canons de beauté. Ses critères de beauté. Merci. La femme africaine a ses propres critères de beauté. Vous êtes belle sans vous blanchir la peau. Vous êtes belle sans mettre les mèches qui arrivent jusqu'aux genoux. Vous êtes belle dans votre être. Moi, j'aimerais lancer un appel aux premières dames d'Afrique. Nous avons une journée, le 31 juillet. Il faut qu'elles s'accaparent de cette journée. Ce sera une journée d'éducation, une journée de mise en condition. Je parle de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qui organise très très bien d'ailleurs par ces ONG, la journée du 8 mars où elle réunit toutes les femmes du Cameroun. Je parle de la femme du Gabon, Madame Sylviane Bongo, par son ONG qui lutte pour les veuves. Je parle de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Je parle de la première dame du Sénégal, Madame Sall, de la Guinée équatoriale, du Congo RDC. Toutes ces premières dames doivent aussi être devant
les scènes, parce que à travers elle, peut-être que le message sera véhiculé et ira plus loin. Je parle de Madame Talon, cette dame qui est toujours habillée en tenue africaine, qui valorise, merci simple, Madame, merci Madame, tout à fait, absolue. Qui montre que la femme africaine n'avait pas besoin de porter les tailleurs, quand bien même on est aussi joli en tailleur. Donc ces premières dames qui font déjà un travail extraordinaire doivent aussi aller au-delà en nous associant, nous les femmes africaines de la diaspora, pour qu'on puisse aussi commémorer le 31 juillet qui est la journée internationale de la femme africaine. Merci. Merci à vous, mesdames, d'avoir accepté de participer à cette émission consacrée aux femmes africaines. Nous l'avons vu, la culture africaine, elle est riche, elle est immensément riche. Les traditions africaines sont riches. Nous avons eu des femmes de valeur, de grandes femmes, et nos filles, nos frères, nos enfants doivent suivre votre exemple. Vous voyez, vous êtes toutes belles dans des tenues africaines. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Christine Nina Nyon-Savier, vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi en France. Merci, merci. Justine Kaza-Vobo, vous êtes ancienne ambassadeur de la RDC auprès de l'Union européenne, présidente du mouvement des démocrates, femme engagée pour une alternance démocratique dans votre pays, la RDC. Nous espérons que l'objectif sera atteint et qu'enfin cesse la violence faite aux femmes. Enfin cesse la violence faite aux femmes. Merci Marie-Thérèse Altemat Massing. Vous êtes chef d'entreprise, merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, ce rendez-vous politique qui a été consacré aux femmes africaines et que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.